Les exportations allemandes ont atteint 950 milliards d'euros en 2010. Un chiffre qui retrouve presque le niveau record de 1000 milliards atteint en 2008. Certes, l'Allemagne est passée en valeur derrière la Chine. Mais en termes de valeur ajoutée exportée, l'Allemagne reste de très loin le numéro 1 mondial. Au cœur de cette performance, pas seulement des grands groupes, mais surtout des entreprises de taille moyenne. C'est le fameux Mittelstand. Un Mittelstand qui démontre que la course au gigantisme n'est pas la seule clé de la compétitivité allemande, mais aussi un capitalisme familial et un esprit d'entreprise qui reste bien vivace chez nos voisins. Pour mieux comprendre ce Mittelstand, Xerfi Canal a invité une spécialiste de l'économie allemande. Isabelle Bourgeois est directrice de recherche au CIRAC, le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Elle a dirigé un ouvrage sur les PME allemandes, sous-titré « Les clés de la performance ». Isabelle Bourgeois, bonjour. Bonjour. Alors, ce Mittelstand, on en parle beaucoup dans la presse française, dans les ouvrages français, mais finalement, on a un petit peu du mal à le définir. On cite des chiffres, 10 000 entreprises. Qu'en est-il exactement? Alors, il tient effectivement du rêve pour la France. Mais même les Allemands ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est cette classe moyenne des entreprises qui compose l'écrasante majorité de toutes les entreprises. Alors, il y a plusieurs chiffres, mais c'est au minimum 99%, ça va jusqu'à presque 100%. C'est des entreprises qui sont relativement petites, enfin, qui sont inférieures au seuil de ces fameuses ETI dont on rêve en France. Inférieures, plus petites. Inférieures en termes de chiffre d'affaires. Donc quand on compare aux ETI françaises, qui sont, on avait dit 5000 au départ, aujourd'hui on dit 4200, c'est des comparaisons qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas vraiment de sens. Je peux vous donner un chiffre encore. Il y a à peu près 385 entreprises en Allemagne seulement qui ont un CA supérieur à 1 milliard d'euros. Tout le reste est en dessous. Donc en fait, le Mittelstand, c'est le tiers-état, la classe moyenne des entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a des critères statistiques quantitatifs, mais ceux-là n'ont pas beaucoup de sens. On prend un CA. En Allemagne, il est plafonné, comme en Europe, à 50 millions d'euros. Et le nombre de salariés, moins de 500 en Allemagne. Pour les critères européens, moins de 250. Mais avec ça, on n'a encore rien dit. La réalité, c'est les critères quantitatifs. Parce que ce qui fait justement l'entrepreneuriat allemand, parce que c'est de ça qu'il s'agit avec le Mittelstand, c'est que vous avez affaire à des entités indépendantes juridiquement. Pas des filiales de grands groupes comme on trouve souvent en France. Alors des entités indépendantes, juridiquement. À capitaux familiaux? À capitaux souvent familiaux, qui ne sont pas cotés en bourse. Il y a très peu d'entreprises cotées en bourse en Allemagne. J'ai regardé tout à l'heure avant de venir, il n'y en a même pas 1% sur le total des plus de 3 millions d'entreprises. Donc vous voyez, ça n'est pas grand-chose. Mais je crois que même dans le tissu de grandes entreprises allemandes, il y a beaucoup d'entreprises à capitaux familiaux, même dans les très grandes. Alors, justement, la caractéristique de ce Mittelstand, justement, c'est qu'il est, soit son capital appartient à la famille, ou au fondateur, après tout c'est logique, puisqu'il y a beaucoup de sociétés en nom de personne. Soit l'entreprise est dirigée par la famille, soit, dans le cas des plus grandes, par exemple, que vous connaissez, on va y venir, elle est contrôlée par la famille. C'est le cas, par exemple, de BMW. C'est une familiale, famille Quandt, c'est le cas de Bertelsmann, c'est la famille Mohn, etc., etc. Donc il y en a un certain nombre. Donc en fait, derrière, c'est plutôt le mode de gouvernance qu'implique le fait que soit engagé le patrimoine d'une famille ou du manager. Et à cela, et on oppose généralement en Allemagne, à ce moment-là, les entreprises, et il s'agit dans ce cas de grands groupes cotés en bourse souvent, managés, dirigés par des managers, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune implication personnelle dans l'entreprise. Alors, quelles sont les conséquences de ce côté familial de l'entreprise allemande? Comme vous l'avez dit, à la fois ce qu'on appelle, ce côté nébuleux qu'on appelle le Mittelstand, mais aussi les grandes entreprises, puisque si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de frontière en Allemagne entre cette classe moyenne des entreprises et les grandes entreprises. Donc, toutes les PME ne sont pas des familiales. Et les familiales ne sont pas toutes des grandes entreprises non plus. Hein. Mais la première conséquence de cette part quand même importante du capital ou du contrôle familial, hein, l'un ou l'autre, c'est qu'il y a une culture orientée sur le long terme. Et c'est peut-être la première différence avec la France, où le modèle des grands groupes
va apporter dans le tissu des PME aussi une culture court-termiste, qui est favorisée bien sûr par les analystes financiers, etc. Dès que vous êtes coté en bourse, il faut donner des résultats ou des chiffres sur le court terme. Or, le fait que le patrimoine individuel soit engagé implique une vision sur le long terme. On veut le transmettre aux générations suivantes. C'est ça qui importe. Et donc, on a une autre approche du développement des activités de l'entreprise. Alors, continuité du patrimoine familial de la PME à la grande entreprise. Est-ce qu'on a, comme en France, des seuils? En France, on a par exemple les seuils sociaux qui fait que des entreprises restent bloquées à 49 salariés. Ensuite, on a d'autres seuils. Ou est-ce qu'on a vraiment la vision en Allemagne, y compris dans la législation, d'une continuité des tailles d'entreprise? Il y a des seuils, bien sûr. Alors, si vous parlez de la cogestion au quotidien, la cogestion basique, à ce moment-là, c'est au-delà de 5 salariés. Enfin, au-delà de 5 salariés, on est dans la cogestion. On est dans la cogestion. Mais attendez, la cogestion à la française, ce n'est pas la cogestion à l'allemande. La cogestion à l'allemande, c'est une co-responsabilité, c'est un partenariat. Parce que dans la culture et le droit allemand, vous avez égalité entre le capital et le travail. Et donc, vous avez une implication. Et allons-y, puisqu'on est dans le droit, allons-y, il y a un principe fondateur de l'entrepreneuriat en Allemagne, ça va faire drôle en France, c'est une valeur qui a été érigée en norme de droit. Une valeur, propriété oblige. Et qui explique très simplement, et qui est à la base après, qui permet de comprendre le partenariat social de l'entreprise. Elle dit ceci, c'est inscrit dans la Constitution, c'est l'article 14, donc c'est dans les droits fondamentaux. C'est du droit immédiatement applicable. À partir l'entrepreneuriat est libre, bien évidemment, et le patrimoine d'un individu est protégé également par la Constitution. Mais à partir du moment où moi, individu, j'utilise mon patrimoine à des fins commerciales et industrielles, que je crée une entreprise, à ce moment-là, je contracte avec la société. Et donc, j'ai une responsabilité. J'ai le droit de faire fructifier ce capital. Et des devoirs. Mais j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de mes salariés. De même que, de l'autre côté de cette coopération, mes salariés ont des droits, celui d'avoir un salaire correct, et ils ont aussi des devoirs, c'est-à-dire de faire prospérité cet ensemble qu'est l'entreprise. Et un consensus en Allemagne sur le statut de l'entreprise et de l'entrepreneur? Attendez, ça c'est un principe constitutionnel, c'est la base du droit. C'est la base juridique de l'entrepreneuriat allemand. Alors, ce qui est difficile à comprendre pour un Français, c'est pourquoi c'est comme ça. Ça s'explique simplement parce qu'en 1945, l'Allemagne, c'est un champ de ruines. Il n'y avait pas que les ruines physiques, il y avait 80%. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un champ de ruines, mais des photos d'Hiroshima, vous avez vu, l'Allemagne ressemblait un petit peu à ça, dans les régions industrielles en tout cas. Là-dedans, il faut reconstruire une économie qui marche, il faut reconstruire des entreprises. Simplement, il n'y avait pas que les maisons qui étaient en ruine, ou les installations industrielles, il y avait les valeurs aussi, qui avaient été violées et instrumentalisées par Hitler. La seule chose qui restait, c'était des valeurs humanistes chrétiennes. Les seules qui étaient encore utilisables, auxquelles on pouvait croire encore. Et donc, c'est une notion de solidarité qu'il y a derrière. Et derrière cela. Et la Constitution allemande, quand elle a été adoptée, a été fondée sur des valeurs de ce type. Et donc après, ça se décline dans le droit. Et vous avez au cœur du droit de la concurrence une autre valeur, très ancienne, qui est protestante, et qui remonte à peu près au XVe siècle, voire avant. C'est le devoir de probité. Cette valeur-là, c'est le pivot sur lequel repose le droit de la concurrence. C'est-à-dire la relation fair play, la relation de confiance entre les deux concurrents ou entre le client et le fournisseur, etc. Ça, c'est une culture totalement différente. Est-ce que ce n'est pas une image, cette valeur de fair play? Parce qu'on parle aussi, excusez-moi, je fais une incidente, de l'importance de l'évasion fiscale en Allemagne. Évidemment, les Allemands sont des êtres humains comme les Français. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait la tentation de contourner la loi. Ça se trouve partout au monde, c'est humain. Sinon, il n'y aurait plus de police nulle part. Bon, donc l'Allemagne et les Allemands sont pareils. Mais je sais, cela fait très drôle quand on évoque des valeurs en France. Surtout si on dit qu'il s'agit de valeurs chrétiennes en plus. Il y a le fameux débat sur la laïcité, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de ça, c'est quelque chose de profondément ancré et surtout, le plus intéressant, de vécu. Parce qu'il n'y a pas, contrairement à la France, cette défiance
vis-à-vis des partenaires. L'Allemagne est une société de la confiance. Contrairement, il y a quelques écrits en France qui décrivent la France comme une société de défiance. Donc un consensus autour de l'entreprise, qui est défini au plan légal, et puis un très fort goût d'entreprendre. Puis il y a un fort goût d'entreprendre, oui bien évidemment, sauf que les Allemands déplorent que dans la jeune génération, il y ait beaucoup moins ce goût d'entreprendre. C'est un petit peu comme en France, où que les entreprises... Est-ce que ce tissu économique qui date de l'après-guerre, ce tissu d'entreprise, ou est-ce qu'on a toujours aujourd'hui une génération de nouvelles entreprises? Ou que le patron ne trouve pas de successeur, son fils ou sa fille ne veulent pas. Ils préfèrent vivre plus facilement parce que ça engage. Il y a beaucoup de travail dans une petite entreprise. Alors, il se crée, bien sûr, des entreprises en Allemagne aussi, mais à ce moment-là, c'est un mouvement qui s'est plutôt développé à partir du rêve de la New Economy, donc au tournant du siècle. Et où, à ce moment-là, il s'agit plutôt de high-tech, de gazelle, comme on dirait en France, de petites high-tech avec toute... Mais il se crée aussi des entreprises, bien évidemment. Mais pour en revenir aux entreprises, les clés de la compétence, justement, c'est que la plupart donc, de ces entreprises, de ces PME, parfois très petites, sont dans le secteur industriel. Contrairement à la majorité quand même des entreprises, des PME en France, c'est de l'industrie. Et cette industrie, en plus, est spécialisée dans les 4 secteurs phares classiques de l'économie allemande. Donc on va retrouver l'avantage sectoriel de la compétitivité de l'Allemagne. Vous avez l'électrotechnique, la construction mécanique, l'automobile et la chimie. Et donc des entreprises tournées vers l'industrie, mais aussi des industries qui sont donc en mesure d'exporter et qui veulent exporter. Et c'est là que c'est assez étonnant, mais ça ressemble quelque part un petit peu à l'Italie, des entreprises petites ou de taille moyenne qui exportent. Le nord de l'Italie, oui, effectivement. Oui, elles exportent. Alors c'est tout simple, parce qu'au bout d'un moment, elles atteignent un certain degré de croissance. Donc il faut continuer à croître. Croître au-delà des frontières, c'est logique. C'est logique dès lors que vous voulez vous rapprocher, par exemple, de vos fournisseurs, des matières premières. C'est logique, mais on ne retrouve pas la même chose en France. Ou alors, c'est une approche tout à fait naturelle pour les Allemands. On va se rapprocher, puisqu'il y a une grande proximité avec les clients et les fournisseurs. Je reviendrai dessus après. Donc, on va se rapprocher du marché des matières premières, des fournisseurs, ou bien on va se rapprocher du client, ou bien on va essayer de découvrir et de servir une nouvelle demande, ce qui permet de se développer. Alors, elles ne sont pas folles, les PME allemandes. Elles procèdent au pas après pas, et petit bout par petit bout. Première étape, on va aller chez le voisin, en Europe. On va rester en Europe, puisque là, il y a une grande sécurité, du fait de l'euro notamment. Donc on va aller en Europe, en France par exemple. Vous avez ainsi, autour de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, pratiquement le concentré de la construction mécanique allemande, que des PME. Groupées ensemble, avec une solidarité entre elles? Où qu'elles soient, elles ont une solidarité entre elles. On dit souvent en France, on le voit dans la presse, les Allemands chassent en meute. Est-ce que c'est vrai? Avec une solidarité entre les grandes entreprises. Oui, le terme est peut-être péjoratif. Si vous voulez, et je dirais plutôt en culture de partenariat. Entre grandes entreprises et PME? Entre grandes entreprises et PME, éventuellement, mais surtout entre concurrents. En partenariat entre clients-fournisseurs. En partenariat avec les fédérations professionnelles, avec des centres de recherche, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas... Une entreprise allemande, PME ou pas, vit toujours dans son environnement. Et elle est toujours insérée dans son environnement avec lequel elle entretient des relations très étroites. C'est peut-être ça, la grande différence. Pourtant, ça existe en France aussi. Pensez à des entreprises comme Michelin. On a ça également. Mais ça n'est pas... le canon. Ça n'est pas le droit canon, voilà. Ça s'est perdu au fil du temps. Effectivement, ça a existé de manière beaucoup mieux développée en France autrefois. Donc, elles travaillent toujours en coopération, ce qui leur permet parfois d'aborder ensemble des marchés nouveaux. C'est très important, par exemple, au niveau de la Chine, où il s'agit aussi de former des compétences. À ce moment-là, elles vont former l'une pour l'autre des compétences, y compris pour le concurrent. Mais il va y avoir un accord de, excusez le terme fair play, où on va se dire qu'on ne va pas se piquer
la compétence qu'on vient de former. Donc il y a un respect. Mais c'est la loi de la parole donnée qu'on tient. C'est plus ça. Pas besoin forcément d'écrire. Vaut mieux écrire. Alors vous avez décrit une stratégie d'exportation qui est d'abord tournée vers les pays de proximité. Et puis après, on le sent à l'heure actuelle, sans polémique, en Europe, puisque l'Allemagne prend des parts de marché à la France, à l'Italie, dans la compétition actuelle. Et puis, il y a l'exportation lointaine, la globalisation. On a le sentiment qu'il y a beaucoup moins de peur de la globalisation en Allemagne que dans un pays comme la France. Oui, pourtant, les entreprises allemandes l'ont senti, la globalisation. Elles l'ont senti d'abord en interne, sur le territoire allemand, en voyant arriver des concurrents. Et des concurrents qui apportaient des produits de masse, à low cost, et qui les vendaient en Allemagne. Et là, ils se sont dit, ils ont réagi de manière allemande, c'est-à-dire, ils se sont dit, eh bien, il ne nous reste plus qu'à... Nous ne sommes plus compétitifs dans ces segments-là, masse, low cost. La seule issue pour nous, c'est de faire mieux. Et donc, ils se sont reconcentrés sur leur cœur de métier et ont continué à innover, à faire mieux que... Pour le dire en termes très très simples. Il y a historiquement des secteurs qui ont été abandonnés. L'électroménager... l'électroménager, c'est comme les badimes. C'est quelque chose de low cost et du produit de masse qui n'est plus rentable et qui ne justifie pas les hautes qualifications ni les hauts salaires qu'on verse dans l'industrie en Allemagne, contrairement à certaines idées reçues en France. Et donc, on fait dans les moyennes et hautes technologies, on fait du produit sur mesure. On est les seuls à faire tel ou tel. Donc on est sur des niches et on domine complètement cette niche. Des niches, ou pas seulement des niches, mais on n'est pas dans le segment de masse. C'est ça la première réaction. Et ensuite, ma foi, ensuite on va prospecter et puis on va essayer de tenir les parts de marché mondiales qu'on a déjà. Et vous avez en Allemagne toute une série de ce qu'on appelle des hidden champions, c'est-à-dire des entreprises qui sont hyper spécialisées, là vraiment sur une niche, qui sont le leader mondial ou européen sur ce segment de niche, qui sont inconnus du grand public, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le temps de communiquer. Alors, leur avantage compétitif, ce ne sont pas les coûts salariaux. Il y a des études qui ont été faites récemment. Il y a eu quelques erreurs statistiques et quelques polémiques. Il semble bien que les coûts salariaux sont à peu près équivalents en France et en Allemagne. Les avantages compétitifs des entreprises allemandes sont d'un autre ordre. C'est la qualité, c'est l'innovation. Donc c'est la paix sociale, évidemment, qui vient de cette coopération entre capital et travail. Ça vient des compétences, d'une notion de compétence, ça vient de l'innovation, c'est directement lié à la notion de compétence. Les salariés dans une entreprise n'est pas justement un salarié, c'est un collaborateur. Il n'y a que les statisticiens ou les économistes qui parlent de salariés ou d'actifs occupés. Il y a pourtant parfois des tensions sociales en Allemagne. On reste dans le sujet, on parlera de la macro ensuite, si vous voulez bien. Donc, vous avez donc cette notion de collaborateur qui est la clé. C'est-à-dire que l'entreprise allemande a d'abord chez elle des êtres humains. C'est ça la clé de la compétence. Des êtres humains qui ont été souvent formés dans l'entreprise, soit par celle-ci, soit par une autre, et qui ont la tête bien faite plutôt que bien pleine, parce qu'on leur a appris, et c'est ça la clé, une aptitude à s'adapter en permanence à une demande évolutive. C'est ça l'innovation. On y est. C'est de l'être humain. Ce n'est pas la R&D. Cela dit, soit dit en passant, la R&D des entreprises et des PME allemandes, en termes de dépenses, est nettement supérieure à ce qu'on peut voir en France, où elle est quasi inexistante pour les PME. Mais ce n'est pas ça la clé de l'innovation. L'innovation, c'est humain. C'est-à-dire que les Allemands ont été précurseurs dans le développement de cette vision un peu globale, holistique, de l'innovation, telle qu'elle commence à pointer à l'échelon européen en ce moment. Toutes les réflexions sur l'innovation, on s'aperçoit que la R&D, soit dans le CA, soit dans le PIB, ne sont pas des critères suffisants. Il s'agit d'autre chose. Il y a l'humain derrière. Et c'est cette compétence-là qui est hautement valorisée en Allemagne et qu'on apprend dès l'apprentissage. Oui, alors justement, dans le livre que vous avez dirigé, vous accordez beaucoup d'importance à ce phénomène d'apprentissage dans l'entreprise et notamment d'apprentissage au sein des PME. Alors, c'est simple, je vais vous donner encore 2 chiffres. Les PME allemandes, donc c'est l'écrasante majorité des entreprises, forment 80% des apprentis, c'est-à-dire, chiffre beaucoup plus parlant, les PME forment la moitié des jeunes en Allemagne. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, ça reste la voie royale.
Et la propriété de l'apprentissage, c'est que il est fait sous la responsabilité des entreprises. Elles sont volontaires et elles payent très cher parce que les apprentis sont payés. Ils ont un statut, ils ont une identité sociale. Ce qui leur paye, c'est la moitié à peu près quand ils débutent. C'est la moitié du salaire que perçoit un salarié qualifié débutant dans l'entreprise. Donc c'est déjà pas mal. Doit faire pas loin, ça dépend des branches, bien évidemment, je ne peux pas donner de chiffres, mais au minimum la moitié du SMIC français. Mais c'est un apprentissage qui ressemble qui va durer à 3 ans. À l'apprentissage français avec une partie universitaire ou scolaire. Non, pas universitaire, justement, une partie c'est complètement dans l'entreprise. Dans une école où il y a un savoir théorique qu'on leur apprend, et l'autre moitié dans l'entreprise. Et ça dure 3 ans en règle générale. Là encore, ça dépend des branches, bien évidemment. Et c'est régulé conjointement par les entreprises et les partenaires sociaux, et les syndicats. Et donc, toujours en fonction de la demande du marché. Donc, on va faire évoluer aussi les profils de qualification recherchés en fonction de l'évolution de la demande. Alors, ça prend toujours, et vous allez avoir des critiques en masse en Allemagne, sur le caractère inadapté de ce système, etc., tout simplement parce qu'il y a un retard logique entre le moment où on s'aperçoit qu'on a besoin d'un nouveau profil de qualification et le moment où on a défini les critères et où la réforme peut entrer en vigueur. Là, il y a un moment. Mais de plus en plus, cela se rapproche, grâce aux syndicats d'ailleurs, cette modernisation des qualifications et des profils se rapproche de l'entreprise. Et donc, elle se fait de plus en plus en temps réel par rapport à l'évolution de la demande. Mais là, les syndicats jouent un très grand rôle, de même qu'ils jouent un très grand rôle aussi au niveau de l'innovation en Allemagne. Parce que qui dit innovation dit qu'il s'agit de l'humain, et donc du salarié. Et donc, ça entre dans la compétence des syndicats. Donc les syndicats s'impliquent eux-mêmes dans les démarches d'innovation, et ils ont, conjointement avec les entreprises et des partenaires publics et les fédérations professionnelles, c'est toute une fédération d'ensemble, créé il y a très longtemps un centre de rationalisation et de modernisation de l'économie, qui est là pour dispenser ces conseils aux entreprises qui veulent justement moderniser leurs process, innover, etc. Et vous avez à côté toute une gamme d'instituts, comme les instituts Fraunhofer, qui font de la recherche appliquée avec et pour les PME. Alors vous avez beaucoup insisté sur la formation technique, sur l'apprentissage technique, mais vous avez bien expliqué au départ que ce capitalisme allemand est un capitalisme familial, des familles qui se transmettent, qui ont besoin d'un management. Ces familles et ce management, pour piloter ces entreprises dans cette gouvernance spécifique à l'Allemagne, elles se forment comment? Est-ce qu'on a quelque chose en Allemagne qui est comparable à nos grandes écoles? Alors non, justement, et c'est ça qui fait les clés de la compétitivité des PME allemandes. Ils sont compétitifs parce qu'ils n'ont pas de grande école. Voilà, je l'explique. Nous sommes en France, donc allons-y. Je m'explique. Il y a bien sûr des universités qui donnent... Alors, il n'y a pas d'école de management, à part une ou deux privées, bien sûr, mais il n'y a pas ces écoles d'élite, comme on dit en France, qui sont sorties du système universitaire. Dans les universités, bien sûr, dans les filières management, il y en a beaucoup, et d'excellentes. Prédomine, comme en France, la culture anglo-saxonne de management, puisque personne en Europe pratiquement personne en Europe, n'a produit de littérature managériale. Donc c'est le modèle américain qui prédomine en Allemagne comme en France. Seulement, comme il n'y a pas ce focus sur et les grandes écoles, puisqu'elles n'existent pas, et ces grandes entreprises, ces grands fleurons de l'économie mondiale, les PME, elles se débrouillent. Elles se débrouillent. Et certes, les jeunes managers ont appris ces méthodes-là, mais commencent de plus en plus à s'apercevoir que ce n'est pas ça qui va faire progresser leur entreprise à eux. Et il se développe actuellement, et c'est très intéressant à relever en Allemagne, toute une littérature de management des PME. Et il y a de plus en plus de filières qui s'ouvrent pour justement former des managers à la direction d'une PME, ce qui est quelque chose de totalement différent. Donc vous avez un gap entre les quelques groupes, les multinationales allemandes qui sont cotées à New York par exemple, et puis le gros des entreprises allemandes, où là on se transmet plutôt le savoir managérial de père en fils ou de père en fille, ou de mère en fille,
et où ça s'apprend généralement sur le tas, parce que les successeurs, on les fait travailler dans l'entreprise et on les fait passer de poste à poste de manière à ce qu'ils découvrent et à ce qu'ils apprennent le métier sur le tas. Ça vaut par exemple pour le groupe Würth qui est en train de s'implanter, de se déployer littéralement en France actuellement, où la fille... Est-ce que cela veut dire aussi que la promotion interne joue un rôle beaucoup plus important dans le système hiérarchique allemand? Oui, on est là dans la continuité, dans l'action sur le long terme, absolument. Et la transmission du patrimoine et du savoir-faire. Maintenant, il y a des problèmes de succession, et puis beaucoup d'enfants ne veulent plus reprendre. Alors, où trouver le manager? Généralement, c'est quelqu'un de proche de la famille, qu'on va prendre, un ami, qu'on va initier, bien sûr, aux marches de l'entreprise. Ou alors, on va recruter un manager en externe. Ça, c'est l'ultime solution seulement. Mais à ce moment-là, ce manager va impliquer son capital aussi dans l'entreprise, ce qui va l'engager personnellement. Et ça change tout dans l'approche managériale, dans l'approche en termes de gestion des affaires. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'éléments sur ce Mittelstand allemand et sur le fonctionnement du capitalisme allemand. Finalement, en France, en ce moment, on nous dit beaucoup, il faut faire comme l'Allemagne, on ne s'en tirera pas sans faire comme l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut imiter? De quoi peut-on s'inspirer en France? Alors, on ne peut bien évidemment pas imiter un modèle qui repose sur des structures et sur une histoire culturelle totalement différente. Mais il y a toute une série d'éléments qu'on peut importer. Il y a peut-être, il faut agir sur les conditions cadres, et il y a quelques éléments culturels. Dans les conditions cadres, il faudrait peut-être maintenant, longtemps après De Gaulle, et sa grande politique industrielle et sa grande politique de modernisation, repenser, ou reprendre conscience qu'à côté des grands groupes et des fleurons de l'industrie française, il y a aussi le reste. Qu'à côté de ce qu'on montre à l'international, il y a la France. Il faudrait se rappeler qu'il existe ces PME. Et donc, à ce moment-là, il y a deux choses qu'on peut faire très facilement. Enfin, l'une un peu moins facilement, à savoir baisser un tout petit peu la charge des prélèvements. Ça, c'est une question de politique générale. Mais finalement, la politique pour les PME, c'est une politique générale. Les PME françaises étouffent sous les prélèvements, parce qu'elles les supportent beaucoup plus fortement que les grands groupes. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus facile et de plus rapide à faire, mais qui aura des résultats extraordinaires. C'est de baisser les charges administratives, comme on dit. C'est simple, le temps dans une PME n'a pas la même valeur que dans un grand groupe ou dans l'administration publique, où il n'a aucune valeur. Pendant qu'un collaborateur est occupé à renseigner un formulaire administratif, il ne produit pas. Vous avez là une immobilisation de capital humain qui est absolument pas productive. Et en réduisant ces charges, je sais que c'est un dossier européen, en réduisant cette charge administrative, déjà, vous permettrez aux entreprises de travailler. Les charges administratives sont moins importantes en Allemagne qu'en France? Elles sont tout aussi importantes en Allemagne, peut-être un tout petit peu moins parce qu'on a pris conscience un tout petit peu plus tôt. Parce qu'en France, on a beaucoup facilité la création d'entreprises et je crois que c'est devenu plus simple. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi remplir les questionnaires pour les statistiques, etc., etc. Il y a toute une... l'URSSAF, il y a toutes ces choses-là. L'État fédéral allemand sont très attentifs à cet aspect-là. Ils sont très attentifs. Ils ont mené déjà toute une série de réformes qui sont loin d'être suffisantes d'ailleurs. Et c'est amusant parce que les entreprises allemandes, les PME allemandes ne veulent pas des subventions ou d'aide ou autre, elles veulent moins de bureaucratie. Et ça, je crois que pour une PME française, c'est exactement la même chose. Et puis après, vous avez un autre aspect qui est déjà moins facile à mettre en œuvre, c'est une réforme du système scolaire, donc enseignement et formation en France. Et il faudrait accepter de comprendre que les formations doivent obéir à la demande du marché. C'est ça la clé. Eh bien, ça va faire plaisir à l'éducation nationale. À l'éducation nationale et à nos formations élitistes. Écoutez, mais une partie, alors disons-le crûment, une grande partie du chômage des jeunes français, et qui est quand même exorbitant, avec 25% chiffre officiel, s'explique par l'inadéquation des formations dispensées et de la demande du marché. Et on va mettre en université des jeunes, les parents vont se saigner aux 4 veines pendant 4-5 ans pour payer des études à leurs gamins, et ensuite les gamins vont se retrouver 3 ans au chômage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une inadéquation, il faut simplement rapprocher l'offre et la demande.
Et on peut le faire tout doucement. Il ne faut pas de révolution, on peut y aller progressivement. Ça commence à se faire avec toutes les filières professionnalisantes qu'il y a déjà dans les universités, avec une revalorisation en cours de la formation professionnelle en France. Vous accordez beaucoup d'importance à la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est peut-être sur ces mots-là qu'on va conclure. Isabelle Bourgeois, merci. Volontiers. C'était un plaisir pour moi.